donc disant que la rentrée sociale approche, que celle-ci va être chargée au vu de ce que le gouvernement nous prépare, notamment en termes de budget, un budget très dur. On a entendu la proposition de supprimer deux jours fériés, donc des attaques contre les travailleurs qui sont annoncées. La question est donc bien sûr celle de comment on riposte à ce gouvernement, de quels sont les chemins de résistance et de victoire populaire, pour reprendre l'intitulé exact de l'atelier. Et donc pour discuter de cela, pour essayer de répondre à cette question, même peut-être y répondre, pourquoi pas, soyons ambitieux, nous aurons le plaisir d'écouter et de pouvoir échanger avec Caroline Chevet, secrétaire générale de la FSU, Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT, et Igor Zamikiei, coordinateur de l'exécutif national du PCF. Eh bien, sans plus tarder, donc pour une dizaine de minutes, chaque intervenant parlera, et ensuite la parole sera à la salle pour se garder un temps d'échange suffisant. Eh bien, je te cède tout de suite la parole, Caroline. C'est bon, oui. Bonsoir à toutes et tous, et merci au Parti communiste de cette invitation. La période des universités d'été est toujours une période importante et en même temps délicate pour nous qui sommes interrogés sur nos intentions, sur nos perspectives, sur les stratégies que nous développons à un moment qui est assez précoce, en fait, dans le processus de décision qui est le nôtre, puisque on est, d'une certaine manière, on a l'impression qu'on est déjà rentré depuis longtemps dans la rentrée politique et sociale, mais on est encore assez tôt, et les lieux de travail, ces lieux où nous développons notre action, nos mobilisations, n'ont pas retrouvé aujourd'hui encore leur cours normal, puisqu'on est encore au mois d'août, et je pense évidemment en particulier aux lieux de travail de l'éducation nationale, hein, les écoles, les établissements scolaires, mais aussi l'ensemble des services, et globalement la réalité de la rentrée sociale, c'est évidemment le début du mois de septembre, et c'est vrai aussi du fonctionnement de nos organisations syndicales, et je préfère dire d'emblée que toutes les décisions à la FSU, mais comme dans d'autres organisations, ne sont pas prises aujourd'hui, et elles sont même en cours de préparation. Nous avons une première instance la semaine prochaine. Les syndicats nationaux ont leurs instances dans le cours de la semaine aussi, et la semaine suivante. Et puis, bien sûr, nous avons un enjeu important qui est la semaine de la rentrée et la pré-rentrée scolaire. Et c'est peut-être pour ça que l'ensemble des questions qui se posent à nous aujourd'hui n'a pas encore reçu de réponse. Et je pense que vous comprendrez que les processus démocratiques sont absolument fondamentaux pour que les décisions que nous prenons entraînent avec nous le plus grand nombre des militants, des syndiqués et aussi des personnels qu'on représente, puisque nous sommes face à une attaque, celle qui est menée par le gouvernement sur le budget, qui est absolument inédite, qui est massive. Alors je ne vais pas développer la totalité des éléments, on s'est dit avec Thomas qu'on allait se compléter. Et évidemment qu'on a une attaque qui est caractérisée à la fois par sa violence, sa brutalité, et aussi par son immense injustice. Je crois que c'est sans doute ce qui ne peut que sauter aux yeux. Les conséquences qu'on peut en attendre, et je me concentrerai sur celles qui concernent les services publics, sont des conséquences absolument redoutables à deux niveaux, c'est-à-dire en amont, si ce budget est mis en œuvre, il aura un impact immédiat sur les services publics et sur les personnels qui les mettent en œuvre, et donc sur la population, mais il empêcherait aussi
le rôle nécessaire des services publics par la suite, parce que ce qu'on peut anticiper, c'est qu'un tel budget aurait inévitablement un effet récessif sur l'économie et donc nécessiterait encore plus des services publics efficaces, capables de faire ce qu'ils ont toujours su faire. Et on se souvient qu'en 2008, c'était quelque chose qui avait frappé après la crise de 2008, c'est-à-dire un rôle d'amortisseur des effets les plus graves des crises économiques. Et donc on a vraiment une attaque qui est complètement irresponsable parce qu'elle priverait le pays d'un levier absolument fondamental de cohésion sociale et de justice sociale. Je voudrais en particulier dire qu'il est habituel que le discours syndical pointe à la fois les moyens des services publics et le sort qui est réservé à leurs agents et à leurs agentes, et en particulier en termes de rémunération, mais pas seulement, hein, aussi de conditions de travail. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle dans les services publics qu'il faut bien avoir en tête que ces deux sujets n'ont jamais été aussi étroitement liés. C'est-à-dire que la crise d'attractivité des métiers des services publics que nous connaissons, qui est bien connue dans l'éducation, parce qu'on en parle régulièrement, notamment à la rentrée, mais aussi quand il s'agit de faire le bilan du nombre de postes pourvus au concours. Cette crise d'attractivité des métiers de la fonction publique, des métiers de l'éducation nationale, elle est la même dans l'ensemble des métiers de la fonction publique à tous les niveaux, des catégories C aux catégories A. Et nous faisons l'analyse qu'elle est principalement la conséquence de la faiblesse des rémunérations, de la difficulté des conditions de travail, de la difficulté de donner du sens à son travail. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on ne répond pas à l'exigence de hausse de la rémunération des agents et des agentes de la fonction publique, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, c'est pas le sujet ici, mais à l'exigence de rémunération. Et si on n'améliore pas leurs conditions de travail, le discours de défense des services publics, qui est souvent tenu, sera absolument inaudible et perd complètement son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut défendre les services publics, il faut absolument augmenter la rémunération des personnels, améliorer leurs conditions de travail, défendre leur statut. Or, que fait ce budget ? Il attaque dans les deux directions, c'est-à-dire à la fois les moyens des services publics et la rémunération des agents. Si on va dans ce sens-là, très vite, on aura toujours beau jeu de dire qu'il faut des services publics, ils s'effondreront sur eux-mêmes, faute d'agents et d'agentes pour les mettre en œuvre, pour les faire vivre, pour porter ces métiers-là. Cette crise d'attractivité, elle nous impose véritablement d'inverser complètement la vapeur. Je voudrais juste donner comme élément d'illustration, en 20 ans, la rémunération des agents et des agentes de la fonction publique a baissé en euros constants de 23%. C'est quand même extrêmement frappant que ce simple chiffre. Le budget Bayrou, il pointe d'une part, tout le monde le sait, le gel des rémunérations. Il s'accompagne aussi de toutes sortes de mesures, à la limite de la mesquinerie, qui accompagne le gel des rémunérations. Je pense au supplément familial de traitement, par exemple, le budget du supplément familial de traitement va subir une baisse de plus d'un tiers. On pense notamment aux mères isolées, aux mamans solo, pour qui ça peut représenter une rémunération, une part importante de la rémunération. Donc on a des mesures comme ça qui sont mesquines, qui sont des leviers d'économie infimes, mais qui symboliquement sont extrêmement forts. Et donc en parallèle, je disais, des suppressions de postes, et donc des baisses de moyens pour les services publics. Les 3000 suppressions de postes annoncées, 1500 sont annoncées dans les agences de l'État, et les autres 1500, pour la seule année 2026, ne seront pas prises au ministère des Armées, pas prises au ministère de l'Intérieur, ni à la Justice, parce que ce sont des ministères qui sont annoncés comme étant préservés. Le gros des troupes derrière, c'est l'Éducation nationale, et les 1500 postes, c'est forcément, entre autres, là,
qu'ils vont aller les chercher. Et donc, on a un enjeu aujourd'hui absolument majeur, à nouveau, d'empêcher ces suppressions de postes. Donc pour nous, à la FSU, l'axe de rentrée, l'axe de mobilisation de rentrée, il est très simple, c'est le budget et le budget. Alors d'une certaine manière, on part pas de nulle part, souvent, au moment de la rentrée sociale, on a l'impression d'être un petit peu à froid, parce que l'été est passé par là et qu'il faut le temps de renouer. On a quand même eu un été un petit peu particulier, puisque l'été a été marqué au moins par 2 éléments extrêmement importants, signes de mobilisation. D'une part, la signature massive de la pétition contre la loi du plomb, qui a frappé absolument tous les esprits par sa rapidité et son efficacité, mais qui a montré donc une réactivité et par ailleurs une attention sur les questions écologiques qui répond de manière intéressante à ce discours qui s'était un peu installé, disant qu'il y avait une sorte de backlash sur l'écologie, une indifférence, etc. Et puis, la pétition de l'intersyndicale A8, et c'est extrêmement important parce qu'un des événements du mois de juillet, c'est le retour de l'unité de l'intersyndicale A8. La pétition de l'intersyndicale et la plateforme qui décrypte les annonces de Bayrou. Et donc, on ne fait pas la rentrée de nulle part et de rien. On l'a fait avec quand même des éléments importants. Pour autant, il est important de se dire aussi que l'année dernière, si on regarde le déroulement de l'année scolaire 2024-2025, elle est marquée quand même par 2 choses qu'il faut avoir en tête. D'une part, dans la fonction publique, la grève du 5 décembre, extrêmement forte, massive, majoritaire dans l'éducation, qui produit ses effets, qui permet d'obtenir quand même le retrait d'un certain nombre de choses, je ne développe pas. Mais derrière, à partir du mois de janvier, la chape de plomb qui s'installe, l'élection de Trump, la situation internationale, son instrumentalisation par Bayrou et par Macron au profit de la défense d'une politique d'austérité et qui nous entrave fortement dans la construction des mobilisations. Il faut avoir ça en tête et être lucide parce que ça ne sera pas mécanique et on n'est pas sûr non plus d'être complètement sorti de cette période-là. La situation internationale continue de peser, le gouvernement matraque très fort sur l'austérité et nous avons la responsabilité de convaincre vraiment les personnels, les agents et les agentes sur les lieux de travail pour les amener à renouer vers les mobilisations, avec les mobilisations. Ça ne sera pas quelque chose de simplement automatique. La colère suscitée par les annonces de Bayrou, elle est réelle, elle est palpable, on l'a senti. Pour autant, transformer la colère en mobilisation, en action sur la durée, parce que nous, on est dans la logique de construire un plan d'action qui monte en puissance pour avoir le rapport de force le plus élevé possible au moment crucial sur le budget. Et donc, ça, évidemment, ça inclut la volonté de construire la grève. Alors, on a, au mois de juin, on a défini des positions, des orientations, mais qui méritent, évidemment, qui nécessitent d'être précisées. Mais dans la période du budget, et il se trouve que la période du budget, cette année, a commencé beaucoup plus tôt que toutes les années précédentes, de construire donc cette mobilisation de très haut niveau. Et donc dans ce cadre-là, il y a effectivement des questions qui nous sont posées et qu'on n'a pas du tout l'intention d'esquiver. C'est la question notamment de la journée du 10 septembre. Et c'est aussi l'objet du propos liminaire que j'ai pris le temps de dérouler. C'est qu'on va prendre le temps dans les instances syndicales, dans les moments de débat démocratique pour voir comment cette journée-là peut répondre aux aspirations des personnels, peut constituer un point d'appui, être un élément d'élévation du rapport de force. On va l'observer de près avec attention, en même temps en étant aussi scrupuleux dans les décisions qu'on prendra et avec vraiment l'ambition de construire avec les collègues, avec les personnels, et ça suppose aussi, et on se le dit régulièrement, mais qu'on prenne le temps d'ancrer les raisons de la mobilisation dans les consciences fortement, et c'est pas quelque chose qui se fait avec un claquement de doigts. Ça suppose aussi qu'on arrive à crédibiliser
les alternatives qu'on porte, à bien remettre en avant l'idée que la situation économique du pays aujourd'hui, la situation budgétaire, elle est le résultat des politiques qui ont été menées, le résultat de la politique de l'offre menée par Macron, que c'est pas une situation de fatalité et que les mesures, les alternatives qu'on porte pour un budget qui serait un budget plus juste, qui serait un budget de justice sociale, elles sont finançables pour peu qu'on fasse d'autres choix politiques. On est ici tous convaincus de ça. Mais ça l'est moins quand on discute sur les lieux de travail et c'est à ça qu'on va s'employer dès la rentrée. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Là, dans le complément exact de ce que vient de dire Caroline, moi, le premier élément, c'est évidemment que je souhaitais remercier le PCF de l'invitation et de tenir ces débats parce que dans une période où le débat, prendre le temps, la respiration, de réfléchir, d'interagir, de se questionner, de polémiquer au sens très positif du terme, c'est assez rare et les universités d'été le permettent et le débat que vous avez organisé le permettra sans doute, on jaugera à la fin, mais c'est des moments précieux dans un moment où justement les respirations démocratiques et la réflexion globalement est rare et donc précieuse. C'est pour ça que j'insiste sur la question, dans un moment où tout s'enchaîne justement, puisque on faisait le constat que cet été, Bayrou a attendu qu'il y ait les congés parlementaires pour faire ses annonces, hein, au cœur de l'été, le 16 ou le 15 juillet, pardon, 44 milliards, un coup de bambou, un coup de massue dans la tête des salariés et de la population. Et finalement, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, puisque d'un coup de massue, c'est quand même un coup de colère, parce qu'on a été nombreux et nombreux à alerter, au-delà des effets d'annonce, mais justement pour cranter sur le fond du sujet. On pourrait résumer sur le fait qu'il y a une seule catégorie de la population qui est contente de ce qui se passe, c'est le MEDEF, puisque c'est les seuls, dixit, je cite, qui ont applaudi des deux mains les annonces de Bayrou, tout simplement, voire même ils n'en demandaient pas autant. Pourquoi j'en parle et sans faire de raccourcis, c'est qu'on les oublie trop, à juste titre. On tape et dénonce le budget Bayrou et il y a de quoi, mais il faut bien comprendre et ne pas sous-estimer au service de qui tout ceci est fait. Deuxième élément ici, évidemment, tout le monde est convaincu de l'attaque, de la gravité, etc. Mais on pense qu'il faut insister sur la gravité des attaques, justement, des 2 jours de fériés volés, qui sont d'abord des vols de congés payés d'un côté, mais aussi une diminution des rémunérations pour toutes celles et ceux qui travaillaient déjà pendant les jours fériés, et donc c'est moins d'heures supplémentaires ou c'est moins d'heures complémentaires, et c'est donc même pour celles-ci, notamment parce que c'est des femmes dans le commerce, je pense, c'est travailler plus pour gagner moins. C'est dans la continuité totale du 1er mai qui lui aussi est dans les tuyaux, puisque le 23 septembre à l'Assemblée, alors on va voir de quoi le 23 septembre sera fait, notamment au point de vue parlementaire, mais où il devait y avoir à nouveau la continuité de ce qui a été du projet de loi adopté au Sénat sur l'obligation pour des millions de salariés de travailler le 1er mai. C'est aussi la monétisation de la 5e semaine de congés payés. Donc c'est choisir entre ne pas réussir à finir la fin du mois, voire la fin de l'année, et donc être moins encore avec ses enfants, sa famille, ses amis, ces temps de respiration nécessaires et précieux que sont les congés payés, donc d'être payé à moins travailler, d'être payé à ne pas travailler en l'occurrence en tant que congé payé. Enfin, dans les éléments structurants qu'on essaie de développer et d'expliquer, c'est évidemment ce qu'ils ont appelé l'année blanche, qui est une année noire où tout le monde est concerné, de celles et ceux qui perçoivent les allocations familiales, des allocations logement, les jeunes avec les bourses d'études, l'allocation adulte handicapé, et y compris les retraites, donc les retraités directement. Et là aussi, au-delà des formules ou des éléments un peu généralistes, on pense qu'il faut expliciter le recul social que ça peut représenter, avec une inflation à 1,4% telle que la Banque de France la prévoit pour l'année qui vient.
c'est concrètement pour un retraité avec une pension de 1 500 €, 21 € de moins par mois, donc plusieurs centaines d'euros de moins par an, avec celles et ceux, et vous le savez très bien, qui arrivent déjà pas à vivre tout court et qui ont des difficultés énormes à joindre les deux bouts. Je continue la longue série d'attaques avec les franchises médicales et l'attaque contre les malades, l'attaque contre les privés d'emploi, ou encore une fois, alors qu'il y a des plans de licenciement par centaines, des licenciements par dizaines de milliers, et ben on attaque celles et ceux dont le seul tort est d'avoir été jetés à la porte pour le profit à tout prix de certains. C'est les services publics attaqués. Et Caroline a beaucoup insisté sur le sujet, et il faut réexpliquer, insister, trouver des formules qui parlent au plus grand nombre pour convaincre et cranter sur ces sujets, à savoir évidemment c'est moins de fonctionnaires, c'est donc moins d'enseignants, moins d'infirmiers, moins de pompiers pour éteindre les feux qui à quelques kilomètres d'ici, on sait le carnage que ça a été. C'est de tout ça les choix qu'ils font et expliciter de manière la plus concrète, pour plusieurs raisons. Notre objectif premier syndical, c'est de faire tomber le budget Bayrou, pas Bayrou d'abord. Et pourquoi je dis ça ? Vous avez bien compris l'hostilité qu'on a contre celui-ci, et ce n'est pas notre choix, mais la question n'est pas celle-là pour nous. La question, c'est comment on fait pour protéger la population et les salariés, les jeunes et les retraités, les salariés du public et du privé, contre l'austérité généralisée, qui est une ineptie sociale avec les attaques que ça peut représenter, et celles et ceux qui la subissent. Plus mal t'es rémunéré, pire tu vas subir avec les choix qui ont été faits. Mais c'est une ineptie économique, puisque dans un pays où plus de 50% du PIB est lié à la consommation, les gens ne pourront plus consommer, la population ne pourra plus consommer, et il y a un risque de récession important au vu du budget avec cette politique de l'offre débridée. Pourquoi on évoque ça ? C'est que, quel que soit le gouvernement futur ou les mesures ou mesurettes qui seraient annoncées en termes de recul, il faut préparer la population, où il pourrait justement y avoir comme hameçonnage des faux reculs, justement. Et donc, plus on crantera, plus on expliquera, plus on pourra convaincre et pas se faire avoir par des mirages médiatiques ou des pseudo-négociations, ou telles qu'ils ont occasionnellement l'habitude de les présenter. Dernier élément sur l'analyse un peu générale à la SERP, on a fait une plateforme, comme ça a été dit par Caroline, qui s'appelle stopbudgetbayrou.fr, qui explicite dans le détail, pas simplement les 2 jours fériés volés, dont en gros le RN s'en suffit comme marotte et ne parle pas du tout du reste, puisqu'évidemment ils sont aussi pour l'austérité, mais de cranter et de bien montrer que tout le monde est concerné, et de montrer la gravité en fait des attaques du gouvernement. La préoccupation de la population, c'est un peu celle que je viens de dire sur la notion de niveau de vie, de pouvoir vivre de son travail ou de sa retraite lorsqu'on est en retraite, et c'est quelque chose de fondamental dans un pays qui se paupérise, où le SMIC est bas, simplement le 6e SMIC d'Europe, donc le SMIC est très bas, eu égard y compris à la comparaison de ce qui se passe dans les autres pays européens, et pourtant il ne suffit pas, et évidemment il ne suffit pas pour vivre, mais au-delà du SMIC, qui concerne des millions de travailleuses et de travailleuses notamment, puisque près de 60% des travailleurs au SMIC sont des travailleuses, justement, il y a un tassement de tous les salaires, avec le salaire médian qui est à 2 200 €, et où vous avez la moitié des salariés de ce pays qui sont de plus en plus pressurisés entre les 1 426 € net et les 2 200 € net, qui est le salaire médian, comme je le disais. Et donc la préoccupation première pour la population, c'est les salaires. Le deuxième élément, celui qu'on n'oublie pas et qui est là aussi quand même rappelé et listé dans le stopbudgetbayrou.fr, c'est la retraite à 64 ans, où quand même, très vite, évidemment, ils essaient de faire des storytelling et d'oublier les moindres avancées. Le 5 juin dernier, enfin, pour une fois, à l'Assemblée, les députés communistes, évidemment, y ont notoirement participé grâce à la PPR qui a été déposée. Pour la première fois, il y a eu une résolution pour l'abrogation de la retraite à 64 ans. Et dans la population, cette question-là, elle reste crantée, extrêmement importante. Ce qui fait qu'il y a une lame de fond qui fait que d'un côté, quand on interroge la population, il y a une énorme majorité de la population qui est opposée au recul qu'est le budget et les différentes mesures que je viens d'égrener dans ce budget, mais qui globalement voit bien qu'il y a cette lame de fond antisociale extrêmement violente que les gens n'acceptent pas. Dernier élément,
c'est qu'au-delà de cette situation où c'est faire payer ceux qui ont déjà peu, c'est pour préserver ceux qui ont trop ou beaucoup trop. Il y a d'un côté les aides publiques aux entreprises privées avec le rapport que Fabien Guy a sorti notamment au Sénat, les 211 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises privées. Et on le dit, puisque Bayrou pour faire peur à la population, a annoncé les 5 000 euros par seconde. 5 000 euros par seconde d'augmentation de la dette. Et c'est vrai que ça pèse dans la population. C'est vrai que les salariés ils disent « oui, mais il n'y a plus d'argent ». Les 211 milliards d'aides publiques aux entreprises privées, c'est 6 600 euros par seconde. C'est bien supérieur à l'augmentation de la dette d'un côté. Donc d'un côté, aux entreprises privées, des aides publiques aux entreprises privées, et de l'autre côté, des aides aux plus fortunés. Vous avez vu les 500 fortunes, comme les 1800 d'ailleurs, où il y a une concentration des capitaux d'une manière complètement éhontée. Une fois qu'on a fait tout ce diagnostic, on fait des propositions extrêmement concrètes, donc 2 propositions. C'est la première fois qu'il y a une intersyndicale l'été. C'est la première fois qu'il y a une pétition au cœur de l'été. Alors que tout le monde avait dit que c'était terminé une intersyndicale depuis 2023, on l'a relancé, d'abord par le 1er mai, aujourd'hui sur la question du budget, mais c'est peu relayé par les médias, notamment par les médias des milliardaires. Je ne parle pas de ceux qui sont indépendants. Et de ce fait-là, on se retrouve dans quelque chose qui existe, une colère, des individus qui essaient aussi de chercher des issues, et on est tous co-responsables de la situation au sens où on l'a subi, et il faut qu'on s'interroge aussi, les organisations politiques, les organisations syndicales, et comment on fait pour répondre à ça. Nous, on considère qu'au-delà du diagnostic qu'il faut expliciter, il faut des propositions concrètes. Des perspectives politiques d'un côté qui donnent envie, qui montrent qu'il y a des possibles et des alternatives, et des perspectives sociales, et ça c'est notre boulot syndical d'abord de l'autre, avec, et je le dis bien, on parle beaucoup du 10, mais il y a des mobilisations qui, dès la semaine prochaine, commencent, avec, aux hôpitaux de Paris, une mobilisation en intersyndicale, et vous savez comment l'hôpital est dans un état scandaleux, et les agents se mobilisent et s'organisent pour résister, avec les agents de l'énergie, qui, dès le 2 septembre, appellent à la grève sur la question des salaires, de leurs salaires, et sur la question de vos factures, pour un service public de l'électricité, contre l'augmentation de la facture qui, au cœur de l'été, alors que le kilowatt diminue, votre facture va augmenter. Et ils ont une double revendication, à la fois pour les agents, à la fois pour les usagers. Et enfin, parce que je ne veux rien éluder, il y a le 10 dans le paysage. Il existe. Et nous, on dit qu'il y a de quoi être en colère, qu'il doit y avoir des mobilisations, qu'elles doivent être nombreuses, et j'ai commencé à les égrener, mais il y aura le 10 aussi, et il faut regarder comment accompagner, sans paraître comme récupérateur, mais entendre cette colère et essayer de l'organiser. Et au-delà de ça, le 1er septembre, on donnera des éléments plus concrets pour, d'un côté, accompagner ce qui existe un peu de manière spontanée et citoyenne, quel que soit le point de départ, en tout cas sur une question sociale et anti-austéritaire, et par ailleurs un plan de bataille, parce qu'on sait qu'une journée ne suffit pas, que les gens ne vont pas spontanément sortir de chez Carrefour ou de chez Auchan, mais qu'il faut organiser les salariés du public et du privé, avec ou sans emploi notamment, et ne pas être ni dans le dédain, ni dans la récupération, mais au contraire, chacun dans nos responsabilités, elles sont extrêmement importantes à l'heure où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, pour qu'on donne des perspectives concrètes et qu'on organise les salariés pour gagner. Merci à Caroline Chevet pour la FSU, à Thomas Vacheron pour la CGT d'avoir répondu à notre invitation. On vient de le voir et je vais y revenir, leur contribution elle est vraiment importante dans le moment politique qu'on vit parce qu'on vit un moment d'une extrême gravité. La cure d'austérité qui a été annoncée par le Premier ministre, décidée en plein accord évidemment avec le Président de la République, elle est inédite depuis des décennies. C'est une saignée, 44 milliards d'euros dans une France qui compte déjà 12 millions de pauvres. Rappelons-le, c'est énorme. Et si évidemment cette saignée était mise en œuvre, ça dégraderait encore cette situation. Cette saignée, elle a un objectif.
financer les profits des actionnaires des grands groupes et, rappelons-le quand même, nourrir la guerre par la militarisation, puisqu'il y a un budget qui est quand même considérablement en hausse, c'est le budget militaire. Ça a été dit par Thomas, ce plan il est dans la droite ligne des revendications du MEDEF. Le premier à être intervenu après les annonces de Bayrou, c'est Patrick Martin qui s'est dit immédiatement rassuré par les annonces du Premier ministre. Avant de détailler l'offensive, je pense qu'il faut essayer de bien comprendre ce qui motive cette cure d'austérité et la resituer dans le contexte des rapports de force internationaux. Pour bien la comprendre, il faut mesurer que le capitalisme mondial bute aujourd'hui sur de très importantes difficultés, qu'il tente de dépasser par une nouvelle offensive de classe, accompagnée de régimes toujours plus autoritaires, et on le voit partout sur la planète. Les principaux acteurs capitalistes, des grandes capitalisations boursières, on va le dire comme ça, se saisissent de tous les leviers, pour maintenir ou accroître leur taux de profit dans une situation où c'est rendu beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que déjà, le développement capitaliste de ces dernières décennies a sapé toutes les bases d'une croissance saine, d'une croissance efficace pour alimenter la croissance financière. Et l'arrivée de Trump à la tête de la première puissance mondiale est en train de précipiter ce qu'on pourrait appeler le développement d'un capitalisme néo-féodal où on essaye, parallèlement à cette offensive sur le taux de profit, de réduire tous les espaces de démocratie possibles. Ce mouvement, bien sûr, il n'a pas commencé avec le nouveau président des États-Unis, mais il est en train de s'accélérer et il génère, je l'ai dit, aussi une militarisation accrue des rapports internationaux. Par ailleurs, je dirais en plus, quand l'Union européenne cède tout à Donald Trump, dans l'échange qu'il y a eu là aussi au cœur de l'été, Thomas avait raison de dire que les annonces de Bayrou au lendemain de la session parlementaire sont un vrai scandale, puisqu'elles n'ont pas fait l'objet immédiatement d'un échange au Parlement. Mais là aussi, quand même, cet accord en plein cœur de l'été est quand même un scandale démocratique, surtout que la présidente de la Commission n'a absolument pas les prérogatives pour un tel accord. Eh bien, en fait, Bayrou, il nous a en quelque sorte donné la note par anticipation de cet accord qui a été passé avec les États-Unis, alors que, évidemment, d'autres choix sont possibles au niveau européen. On pourra y revenir dans le débat. J'en viens au contenu du plan d'austérité annoncé. Il y a plusieurs mesures qui ont été citées. L'année blanche qui va faire beaucoup de mal, la suppression des 3000 postes et il y a l'idée quand même de nous remplacer un fonctionnaire sur 3. Et là, on n'est pas sur 3000 postes, on est sur beaucoup plus dans les années à venir. Le doublement de la franchise sur les remboursements de médicaments, ça a été dit. Les jours fériés. Ce qui n'a pas été cité, et que je voudrais citer, c'est les 5,3 milliards de coupes dans les dépenses des collectivités territoriales qui vont faire énormément de mal. Déjà, le précédent budget a eu des conséquences catastrophiques. Quand on regarde ce tableau global, et quand je dis ce tableau, ça c'est les mesures précises, mais il y a la réforme de l'assurance chômage qui est remise sur le tapis, et peut-être ce qui est passé un peu plus inaperçu, c'est ce projet d'aide sociale unifiée qui est porté depuis très longtemps par la droite et qui n'a qu'un seul objectif, c'est de réunir donc toutes les prestations sociales dans une prestation sociale unique pour petit à petit faire baisser le niveau des prestations sociales. Quand on regarde ce tableau, on voit immédiatement 4 conséquences gravissimes pour la population. D'abord, Thomas a donné un exemple très concret, un renchérissement du coût de la vie de plusieurs centaines d'euros par an. Deuxièmement, un recul des droits des salariés, du privé comme du public, prié de travailler gratuitement avec les jours fériés, et donc le recul des droits des privés d'emploi avec une quatrième réforme de l'assurance chômage si elle était mise en œuvre depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Troisièmement, la poursuite de la casse des services publics, ça a été dit par Caroline, à la fois de l'État, mais aussi de nos collectivités locales, parce qu'évidemment, quand on tape à cette hauteur-là, 5,3 milliards sur les collectivités,
ça empêche de répondre aux besoins à un moment où les besoins explosent, les besoins sociaux et les besoins écologiques au vu de la crise environnementale. Et puis, quatrièmement, je voudrais le dire quand même, une attaque nouvelle, forte de la sécurité sociale, et toujours de son principe qui veut que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, parce que, pour prendre un exemple concret, quand on double les franchises médicales, qu'on passe de 1 à 2 euros, ça veut dire que, par exemple, un médicament comme le Doliprane n'est plus remboursé par la sécurité sociale. C'est ça la réalité de cette politique-là. Je ne développe pas sur la sécurité sociale, mais on pourra y revenir. Ça fait bien sûr longtemps qu'elle fait l'objet d'attaques, et je crois que c'est d'actualité d'en parler, puisqu'on commémore son 80e anniversaire, et elle est au cœur des politiques sociales dans notre pays. Mais l'offensive se poursuit vraiment avec ce projet de budget. Avec ce budget, Macron et Bayrou, au-delà de leur objectif principal de maintenir, quoi qu'il en coûte, le taux de profit des actionnaires du CAC 40, je l'ai dit, ont un objectif secondaire qu'il ne faut pas négliger, c'est de tester notre capacité de résistance. Parce qu'on ne peut pas imaginer une telle offensive de classe sans se dire qu'ils cherchent aussi, à travers ce budget, à voir jusqu'où ils peuvent aller dans les reculs. Ils accélèrent parce que la crise du capitalisme ne leur laisse pas le choix. Elle les pousse à frapper fort, toujours plus fort pour leur classe. Et ça a une conséquence immédiate, c'est que je crois que nous aussi on doit accélérer dans la riposte. Alors, comment faire? C'est la grande question. Comment faire grandir le mouvement populaire et obtenir des victoires en cette rentrée? D'abord, je veux dire quelque chose. Je crois que Caroline et Thomas l'ont dit un peu dans leurs interventions. Un grand mouvement social ne se décrète pas. Il se construit avec le monde du travail, par une action coordonnée, dans nos rôles respectifs, dans le respect de l'indépendance syndicale, avec une coordination entre l'action syndicale, l'action associative aussi. Je ne développe pas là, on pourra y revenir dans le débat, mais les associations sont très fortement touchées aussi en cette rentrée avec ce budget, et l'action politique. La première chose, c'est évidemment d'appeler à investir les dates syndicales posées dans chaque secteur. Donc le 25 août, la PHP, le 2, l'énergie, et il y en aura sûrement, puisque les syndicats se réunissent au fur et à mesure en cette rentrée, des nouvelles qui seront annoncées dans les jours et les semaines qui viennent. Et bien sûr, d'appeler à investir les dates qui vont permettre de faire converger toutes les forces sociales de ces différents secteurs qui veulent se mobiliser. La CGT donc, a annoncé sa volonté de poser une telle date, et travaille à ce que ce soit évidemment une date posée par toute l'intersyndicale. C'est un élément décisif. Et le 1er septembre, il y aura donc cette réunion de l'intersyndicale qui décidera. Pourquoi j'insiste sur ce travail syndical et intersyndical de nos camarades? Parce que quand même, rappelons que la dernière fois que l'intersyndicale s'est réunie, a réussi à se mettre d'accord sur des objectifs, sur une plateforme, ça a permis à des millions de personnes de se mobiliser. C'est aujourd'hui le cadre qui permet cette mobilisation, et je crois qu'on peut à nouveau les applaudir pour leur travail dans le mouvement des retraites. Alors, bien sûr, pour moi, pour nous, pour le Parti communiste, les dates posées par l'intersyndicale donneront les meilleures chances à un mouvement populaire large. J'en viens au 10 septembre, date qui est évidemment beaucoup débattue. Pour répondre à la question de notre position sur le 10, encore faut-il comprendre pourquoi une partie de nos concitoyens s'apprête à investir cette date. Pour 2 raisons, à mon sens. La première, c'est que la colère, elle est extrêmement forte et qu'elle cherche des voix pour s'exprimer, et que jusque-là, d'ailleurs, jusqu'à la réunion de l'intersyndicale, il n'y a pas de date nationale posée. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas se le cacher, le fossé est quand même important entre les syndicats et les travailleurs, encore plus d'ailleurs entre les partis politiques et les travailleurs, et une partie des travailleurs, on n'arrive pas à organiser sur le plan syndical et sur le plan politique autant les travailleurs qu'on voudrait, et c'est un vrai enjeu de travail. Notre travail politique quotidien, je crois, il doit être justement de réduire ce fossé en réussissant à prendre contact, en écoutant, en nouant le dialogue, jusqu'au travail de conscientisation le plus élevé. À partir du moment où les actions prises le 10 septembre
expriment la contestation du budget, où elles expriment des revendications de justice sociale, de justice fiscale. On peut mener ce dialogue-là. Et évidemment, il faudra que le 10 septembre, on aille à la rencontre de tous ceux et celles qui se mobilisent, en cherchant à transformer cette expression en revendications concrètes et en menant le débat sur l'importance de l'organisation syndicale et de l'organisation politique. Parallèlement, il faut être vigilant, je crois, à ce que des éléments d'extrême droite ne viennent pas pousser un contenu de haine dans toutes ces mobilisations. On aura un rendez-vous très important avec la Fête de l'Humanité, qui va venir juste après, et qui peut être le carrefour des mobilisations dans un mois de septembre, qui va être clé. Il y aura des temps forts, j'y reviens pas là, à la fête. Et je crois que dans toutes ces dates, notre rôle politique, il est d'élever le niveau de conscience de classe, de rassembler autour des solutions alternatives, et je vais terminer en 1 minute par là, des moyens financiers et des pouvoirs à conquérir. C'est le sens, vous l'avez vu, de la plateforme que la direction nationale du parti a portée juste avant l'été. On a décidé de mettre en débat dans le pays 10 grands objectifs de progrès social et écologique et de paix pour la France. Il y en a un qui vient évidemment et qu'on porte très fortement, c'est l'ambition de dépasser le marché du travail par la mise en place d'une sécurité d'emploi et de formation tout au long de la vie en permettant à chacune et chacun d'alterner emploi et formation dans une continuité de revenus et avec une rémunération à la hauteur du travail et dans un parcours choisi. Une école de l'égalité et de l'émancipation, Caroline est revenue sur ces enjeux, le remboursement des soins à 100% par la sécurité sociale, une nouvelle industrialisation sociale et écologique, et c'est l'objet d'une campagne très forte qu'on mène partout en France, la planification des grandes transformations écologiques dont le pays a besoin dans tous les domaines, et de très forts objectifs de paix, et pour ça, l'ambition, la nécessité de sortir de l'OTAN et de porter des solutions politiques et démocratiques. Pour terminer, je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur le travail de nos élus, il y aura le travail de nos parlementaires, de nos élus locaux, et qu'on y aille en se disant qu'on peut gagner. Parce que si on y va en portant sur le visage l'idée que c'est trop dur, qu'il y a un peu cette chape de plomb, on n'arrivera pas à entraîner. Mais je crois aussi qu'on a des bases objectives pour se dire qu'on peut gagner. Moi, je vois au moins 3 raisons. D'abord, nos adversaires n'ont jamais été aussi impopulaires. Il suffit pour le coup, puisque c'était une expression d'Emmanuel Macron, de traverser la rue pour s'en rendre compte ou de regarder les enquêtes d'opinion. Deuxièmement, il y a quand même un sentiment de déclassement et d'injustice, Caroline est revenue sur ce terme, qui unifie de plus en plus puissamment ces dernières années toutes celles et ceux que nous voulons rassembler et qui constate quand même qu'il y a une minorité de rentiers qui aujourd'hui augmentent leurs privilèges pendant que les efforts sont toujours demandés aux travailleurs. Et enfin, des bases existent autour de l'idée qu'un autre budget est possible parce qu'on a une majorité dans le pays qui rejette les coupes dans les dépenses publiques et qui veut taxer les rentes et les super-profits. Alors bien sûr, c'est insuffisant, mais c'est quand même un point de départ très important pour le travail politique à mener. Et à ce sujet, je crois qu'on devrait vraiment s'appuyer sur la commission d'enquête parlementaire de Fabien Gay, elle a été citée. Mais ce chiffre de 211 milliards d'euros, il a été mis dans le débat public et aujourd'hui, il est incontournable. Et il ne faut pas qu'on lâche là-dessus. Il faut qu'on montre qu'il y a un enjeu décisif à ce que la question des critères de l'utilisation de ces aides publiques soit mise dans le débat public, critères sociaux, critères écologiques. À nous de partir de cela pour faire grandir le débat sur l'utilisation de l'argent public, des banques et des entreprises. Mobilisons-nous en cette rentrée pour créer un immense mouvement populaire et on fera progresser nos propositions pour la paix et le progrès. Je vous remercie. Merci à tous les trois. On a jusqu'à 18h25 pour un échange avec la salle. Je vais donc faire circuler les micros. On prendra des salves de questions par 4 et j'essaierai
autant que possible, d'alterner et de faire paritaire dans les prises de parole. Donc n'hésitez pas à lever la main pour intervenir. C'est bon? Oui, une question par rapport aux mobilisations. Si on fait référence au mouvement des retraites, on peut considérer, vu de l'extérieur, qu'il y a eu de fortes mobilisations. C'est-à-dire que les manifestations importantes, visibles, etc. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le taux de grévistes en entreprise a été l'un des plus faibles depuis qu'on mesure les grèves. Si aujourd'hui on veut peser sur les gouvernants, il est clair qu'il faut stopper l'économie. Et je pense que c'est un de nos principaux écueils, c'est-à-dire de faire mesurer